Le Sahel s'embrase et un président sort de l'ombre. Pas de tribune, pas de décor. Ibrahim Traoré descend du convoi, marche dans la poussière et s'aligne sur le quotidien de ses soldats. Mais si le pouvoir se mesure ici à la proximité, qu'est-ce que cela change pour ceux qui regardent cette guerre de loin comme de près ? Une autre définition du leadership commence peut-être là. Cette histoire promet plus qu'un portrait présidentiel. Elle met en jeu une manière de gouverner en temps de guerre. Pour mieux entrer dans le sujet, il faut comprendre comment l'empathie peut renforcer la cohésion nationale. Le pari est risqué, car il s'oppose aux réflexes classiques du pouvoir, fondés sur la distance, la hiérarchie et la démonstration de force. Ici, l'autorité se construit autrement, au contact direct des soldats et des familles éprouvées, dans un pays où la violence dure depuis des années et où la confiance s'est effritée. L'enjeu n'est pas seulement militaire, il touche à la légitimité, à la capacité d'un État à rester uni lorsque la peur et l'épuisement gagnent du terrain. Si cette approche échoue, elle peut fragiliser l'institution et nourrir les critiques internes comme externes. Si elle réussit, elle pourrait modifier durablement le rapport entre armée et société et redonner un sens collectif à l'effort national. La question demeure ouverte, cette promesse de proximité peut-elle tenir face à l'usure du conflit et aux pressions multiples ? Depuis 2015, le Burkina Faso s'enfonce dans une spirale de violence qui redéfinit chaque jour les limites de l'État. Quand Ibrahim Traoré arrive au pouvoir en janvier 2022, le conflit n'est plus un front, mais une usure diffuse. Un contraste s'impose alors avec une évidence simple. Le pays ne manque pas seulement d'équipement, il manque de cohésion. Les attaques répétées de groupes djihadistes ont vidé des villages entiers, déplacé des milliers de civils et épuisé une armée confrontée à des missions sans fin. Les soldats, souvent déployés avec du matériel défaillant et des ressources limitées, se battent dans un climat où la peur et la fatigue deviennent structurelles. Dans ce contexte, la guerre n'est plus uniquement une question tactique, mais une épreuve morale. Ibrahim Traoré hérite de cette situation fragmentée au moment où la confiance entre institutions et population est déjà fragilisée. Les coups d'État successifs ont accentué la méfiance, tandis que la population, surtout dans les zones rurales, oscille entre attente de protection et sentiment d'abandon. L'armée, autrefois perçue comme un pilier national, apparaît à la fois indispensable et vulnérable. Elle protège, mais elle souffre. Elle combat, mais elle doute. Le contexte régional accentue la pression. Le Sahel devient un espace de rivalité, de frontières poreuses et d'ingérences multiples. À l'intérieur, la priorité n'est plus seulement de repousser l'ennemi, mais de maintenir une structure sociale capable de tenir. C'est là que le choix de Traoré prend sens. Agir sur l'humain avant de promettre des victoires rapides. Cette approche ne naît pas d'un idéal abstrait, mais d'un diagnostic brut. Une armée isolée de sa population s'épuise. Un pouvoir coupé du terrain se délégitime. La suite du récit repose sur cette tension initiale, entre effondrement possible et tentative de réinvention. Sur le terrain, la transformation ne commence pas par des décrets, mais par des visages. Un adjudant, déployé depuis des mois dans une zone rurale, raconte une routine faite de veilles nocturnes, de rations comptées et de retours impossibles. Avant, dit-il, le sentiment dominant était l'isolement, après les premières décisions. Mais lorsque décision, ce qui change n'est pas l'intensité du danger, mais la perception d'être vu et reconnu. Un autre cas éclaire cet impact précoce. Une veuve de soldat, laissée sans ressources après une attaque meurtrière, reçoit un soutien régulier et un accompagnement administratif. Ce geste ne supprime ni la perte ni la douleur, mais il transforme la relation entre l'État et les familles endeuillées. Le sacrifice cesse d'être invisible. Dans un pays marqué par la répétition des drames, cette reconnaissance devient un repère moral. Ibrahim Traoré s'impose alors comme un personnage guide plus que comme une figure distante. Sa présence sur les sites militaires, son refus de la mise en scène protocolaire et son contact direct avec les soldats créent un signal clair. Le pouvoir partage le risque symboliquement, sinon physiquement. Cette posture influence rapidement le climat interne, les discussions changent de ton, la hiérarchie se fait moins abstraite et l'idée d'une communauté de destin commence à circuler.
ces impacts restent fragiles. Ils ne garantissent ni victoire militaire, ni stabilisation immédiate. Mais ils enclenchent un mouvement. La dignité redevient un mot opérant, pas un slogan. Pour une armée épuisée et une société méfiante, ce premier déplacement psychologique pèse lourd. Autrement dit, sans reconnaissance, aucune cohésion durable n'émerge. Tout bascule avec une succession de faits qui condensent des années de fatigue. Une embuscade meurtrière près de Djibo frappe une unité déjà éprouvée, 17 soldats meurent, la nouvelle se propage rapidement, non comme un simple bilan, mais comme un choc collectif. Dans un pays habitué aux attaques, cet épisode agit pourtant comme un déclencheur. Il expose brutalement ce que beaucoup ressentaient sans l'exprimer. La guerre use plus vite les hommes que les armes. Ibrahim Traoré réagit sans détour cérémoniel. Il se rend sur place, non pour prononcer un discours solennel, mais pour partager le moment. Uniforme simple, gestes sobres, silence assumé. Ce choix rompt avec une pratique ancienne où la distance protégeait le pouvoir. Ici, le président s'inscrit dans la continuité de ses soldats, au cœur de leur vulnérabilité. Cette présence ne change pas les pertes, mais elle modifie la lecture de l'événement. La tragédie devient un moment fondateur, non un chiffre de plus. Le point de tension survient lors des funérailles. Traoré ne se place pas au-dessus, il se tient parmi les familles, il écoute, se tait, s'incline. Ce moment cristallise une nouvelle posture, le chef de l'État assume publiquement la douleur collective. Pour beaucoup, cette scène marque une rupture symbolique forte. Le deuil n'est plus confiné aux marges, il devient une affaire nationale. La souffrance individuelle rejoint le récit commun. À partir de là, les décisions s'enchaînent. La journée nationale du courage est instaurée. Elle ne se limite pas à une commémoration figée, mais à un rituel de reconnaissance annuel. Pieds nus sur les sites mémoriels, Traoré insiste sur la mémoire vivante, celle qui relie les morts aux vivants. Ce choix renforce l'idée que la guerre n'est pas seulement stratégique, mais profondément humaine. Les répercussions se diffusent progressivement. Dans l'armée, le moral évolue. Les soldats parlent d'un changement de regard. Ils restent exposés, mais se sentent moins abandonnés. Dans les familles, la reconnaissance officielle apaise partiellement un sentiment d'injustice accumulé. Le sacrifice trouve enfin une place dans l'espace public. Même au sein de la population civile, longtemps distante de l'institution militaire, un glissement s'opère. Les soldats sont perçus moins comme une force étrangère que comme des membres de la communauté nationale. Ce mouvement n'est ni instantané ni homogène. Les critiques persistent. Certains dénoncent une politique de symbole face à une guerre brutale. D'autres redoutent une personnalisation excessive du pouvoir. Pourtant, la séquence déclenchée après Djibo révèle une chose essentielle. La gestion de la violence passe aussi par la gestion du sens. En transformant un drame en moment de cohésion, Ibrahim Traoré imprime une orientation claire. La chaîne des événements ne promet pas une victoire rapide. Elle pose une base. Une armée reconnue tient plus longtemps. Une société associée résiste davantage. C'est dans cet entre-deux, entre tragédie et réappropriation collective, que se joue la suite. Au départ, le tableau est sombre. Avant les réformes engagées sous Ibrahim Traoré, le soutien institutionnel aux soldats et à leurs familles reste fragmentaire. Les pertes humaines s'accumulent, mais les mécanismes d'accompagnement sont faibles, irréguliers, souvent perçus comme insuffisants. Le moral des troupes est affecté par ce décalage entre l'ampleur du sacrifice et la reconnaissance réelle. C'est cette situation de référence qui sert de point de départ. D'abord, un premier indicateur se dessine avec le Fonds de défense nationale. Dès sa mise en place, près de 3000 familles de soldats décédés en 2022 en bénéficient. Ce chiffre ne renvoie pas seulement à un volume administratif, mais à une bascule concrète. Pour les veuves et les orphelins, l'accès à un revenu minimum crée une forme de stabilité immédiate. L'explication est simple. Une sécurité financière réduit l'angoisse quotidienne et permet de se projeter au-delà de l'urgence. En l'espace de 6 mois, 80% des familles concernées déclarent une amélioration de leur qualité de vie, signe que le dispositif dépasse l'effet symbolique. Ensuite, un deuxième indicateur concerne la réinsertion des soldats démobilisés. Le Fonds de réinsertion des anciens combattants accompagne plus de 1500 soldats vers une vie civile structurée. Parmi eux, 450 lancent de petites entreprises dans des secteurs locaux comme l'agriculture, la mécanique ou l'artisanat. Ici, la progression est lisible.
passer du statut d'ancien combattant marginalisé à celui d'acteur économique autonome. L'effet mesuré dépasse l'individu, car chaque activité créée irrigue les communautés locales et renforce le tissu social. Puis, un troisième indicateur touche au moral et à l'efficacité des troupes. Une étude interne, menée en 2023, montre que 72% des soldats se disent plus motivés depuis l'introduction des réformes sociales. Cette donnée traduit un changement de perception du commandement. Elle s'accompagne d'un autre chiffre clé. Grâce au système de rotation douce, les unités concernées rapportent une amélioration de performance de 35% par rapport aux soldats maintenus en continu sur le front. L'explication tient à la récupération physique et mentale, essentielle dans un conflit prolongé. Un quatrième indicateur se lit dans le soutien psychologique. Les centres de soins spécialisés accueillent un nombre croissant de soldats. Parmi ceux qui suivent une thérapie, près de 60% signalent une réduction notable des symptômes liés au stress post-traumatique. Cette baisse n'élimine pas la souffrance, mais elle augmente la résilience individuelle et collective. L'intégration de psychologues au sein même des unités constitue un changement structurel inédit. Enfin, un dernier indicateur concerne la relation avec les civils. Une enquête indépendante réalisée en 2023 révèle que 65% de la population soutient désormais l'armée, contre 45% auparavant. Cette progression reflète une évolution du regard porté sur les soldats, surtout dans les zones rurales. L'armée cesse d'être perçue comme une force distante et devient un acteur communautaire. Pris ensemble, ces chiffres dessinent une trajectoire. Ils ne garantissent pas la fin de la guerre, mais ils démontrent une dynamique. Lorsque la dignité est prise en compte, la cohésion devient mesurable. Ibrahim Traoré inscrit ainsi l'humain comme variable stratégique et non comme simple conséquence. Les réformes portées par Ibrahim Traoré ne font pas l'unanimité. Les critiques les plus structurées s'articulent autour de deux arguments principaux. Le premier affirme que cette approche humaniste risque de rendre l'armée dépendante de ressources civiles et sociales, au détriment de sa capacité opérationnelle. Dans un contexte de guerre asymétrique, disent-ils, la priorité devrait rester l'armement, le renseignement et la formation tactique. Selon cette lecture, l'accent mis sur la dignité et le bien-être pourrait affaiblir la rigueur militaire. Le second argument concerne la temporalité. Les opposants estiment que le soutien psychologique et la réinsertion produisent des effets lents, inadaptés à l'urgence sécuritaire. Face à des attaques imprévisibles, la patience sociale serait un luxe. Ils redoutent qu'en humanisant excessivement l'institution, le commandement perde son autorité traditionnelle et ouvre la voie à des contestations internes. Ces critiques reposent sur une logique cohérente, héritée de conflits où la puissance matérielle dominait. Pourtant, les données observées sur le terrain nuancent fortement ce raisonnement. L'augmentation déclarée de la motivation des soldats, mesurée à 72%, montre que la cohésion interne n'a pas été diluée, mais renforcée. Une troupe soutenue psychologiquement n'est pas moins disciplinée. Elle est souvent plus stable et plus endurante. La question de l'efficacité immédiate trouve aussi une réponse partielle dans la rotation douce. L'amélioration de performance de 35% rapportée par les unités concernées indique que la récupération n'est pas un frein, mais un levier. Loin de ralentir l'action, cette mesure réduit l'usure extrême qui fragilise les opérations à long terme. Quant au lien civil-militaire, la progression du soutien populaire à 65% constitue un facteur stratégique. Une armée acceptée par sa population bénéficie d'un environnement plus coopératif, essentiel dans une guerre où l'information et la confiance jouent un rôle central. La réponse de Traoré ne nie pas les besoins militaires classiques, elle les complète. Elle part d'un constat simple, sans morale, l'équipement seul ne suffit pas. Dans ce cadre, l'empathie n'est pas une faiblesse idéologique, mais une ressource opérationnelle intégrée à la stratégie globale. Ce n'est plus une guerre ordinaire. À ce stade, un glissement devient visible. Le conflit ne se résume plus à une succession d'attaques et de réponses militaires, mais à une lutte pour la dignité collective. Cette révélation médiane change l'angle de lecture. Ce qui semblait être une politique sociale périphérique apparaît désormais comme un pivot stratégique. En replaçant l'humain au centre, le pouvoir modifie la nature même de l'affrontement. Ibrahim Traoré ne cherche pas seulement à maintenir une armée debout,
mais à préserver un lien social menacé par des années de violence. Cette approche transforme le sens de l'engagement militaire. Le soldat ne combat plus uniquement pour tenir une position, mais pour protéger une communauté qui le reconnaît. La guerre cesse d'être abstraite, elle devient incarnée, vécue, partagée. Cette bascule a une conséquence directe, elle redistribue les responsabilités. La sécurité n'est plus perçue comme l'affaire exclusive des forces armées, mais comme un effort collectif où civils, familles et institutions sont interdépendants. Le conflit s'étend alors au terrain invisible de la confiance et de la cohésion. Ce moment médian n'apporte pas de solution immédiate. Il clarifie toutefois l'enjeu réel. La question n'est plus seulement de savoir comment gagner militairement, mais comment éviter l'effondrement moral d'un pays sous pression constante. En ce sens, la stratégie adoptée redéfinit la finalité même du combat. Les effets de cette stratégie se lisent différemment selon les acteurs concernés, mais un fil commun apparaît, la restauration progressive de la confiance. Pour l'État d'abord, l'impact est institutionnel. En assumant publiquement la responsabilité morale envers les soldats et leurs familles, le pouvoir renforce sa légitimité interne. L'administration, longtemps perçue comme lointaine, retrouve une fonction protectrice. Cette crédibilité accrue facilite l'application des décisions et réduit la fracture entre centre politique et terrain. Sous Ibrahim Traoré, l'État ne se présente plus uniquement comme un commandement, mais comme un garant de dignité. Pour les entreprises et l'économie locale, les conséquences sont plus indirectes mais tangibles. La réinsertion des anciens combattants stimule l'activité dans des secteurs de proximité. Les petites entreprises créées par d'ex-soldats génèrent des revenus, stabilisent des zones fragiles et limitent l'exode. Cette dynamique réduit la dépendance à l'aide extérieure et favorise une économie enracinée. Les acteurs économiques observent aussi un climat social moins tendu, conditions minimales pour investir et maintenir des chaînes d'approvisionnement locales. Du côté des citoyens, l'évolution est avant tout symbolique, mais elle produit des effets pratiques. Les civils, notamment dans les régions rurales, modifient leur perception de l'armée. Les soldats sont moins vus comme une présence imposée que comme des membres de la communauté. Cette transformation facilite la circulation de l'information, renforce la coopération quotidienne et diminue les frictions. Le sentiment d'abandon, longtemps dominant, laisse place à une implication prudente mais réelle. La population ne devient pas passive, elle se sent associée à l'effort collectif. À l'échelle régionale, enfin, les conséquences dépassent les frontières. Dans un Sahel marqué par l'instabilité, le modèle burkinabé attire l'attention. Sans prétendre résoudre les défis sécuritaires, cette approche propose une alternative à la militarisation pure. Elle suggère qu'une armée soutenue socialement peut mieux tenir dans la durée. Pour les pays voisins, l'expérience devient un point de comparaison, voire une source d'inspiration prudente. Elle montre qu'une stratégie centrée sur l'humain peut coexister avec des impératifs sécuritaires. Ces 4 niveaux révèlent une même logique. Les résultats ne sont ni spectaculaires ni définitifs, mais ils s'additionnent. L'État gagne en légitimité, l'économie locale respire, les citoyens se réengagent et la région observe. Cette convergence produit un effet de stabilisation relatif, fragile mais réel. Elle confirme que la guerre ne se joue pas uniquement sur le terrain militaire. En définitive, les conséquences pratiques de cette orientation redessinent les priorités. La sécurité cesse d'être un objectif isolé. Elle devient le produit d'un équilibre entre autorité, reconnaissance et participation. C'est dans cet espace intermédiaire que se joue la suite du parcours engagé par Ibrahim Traoré. À court terme, l'évolution du Burkina Faso peut se lire à travers 3 scénarios distincts, chacun conditionné par la capacité à maintenir l'équilibre entre sécurité et cohésion. Le scénario de base repose sur la continuité. Les réformes sociales se consolident progressivement, sans rupture majeure. L'armée conserve un moral stabilisé, les mécanismes de soutien fonctionnent et la population maintient une adhésion prudente. La violence ne disparaît pas, mais elle cesse de dicter entièrement l'agenda national. Dans ce cadre, l'État gagne du temps. Il n'impose pas une victoire, il évite l'effondrement. Le scénario optimiste suppose un alignement favorable. La coopération entre civils et militaires s'approfondit,
l'information circule mieux et les initiatives de réinsertion produisent un effet d'entraînement économique local. La légitimité accrue du pouvoir facilite la coordination interne et réduit les tensions politiques. Dans cette trajectoire, la stratégie centrée sur l'humain devient un avantage comparatif. Le pays ne se stabilise pas seulement par la force, mais par la résilience collective. La pression sécuritaire reste forte, mais elle est contenue par une société plus soudée. Le scénario pessimiste, enfin, s'appuie sur une série de fragilités. Si les attaques s'intensifient, si les ressources financières s'épuisent, ou si des divisions internes émergent, la dynamique actuelle peut se fissurer. La déception serait alors plus profonde que l'espoir initial. Les critiques sur la priorité donnée au social reprendraient de la vigueur, et la confiance nouvellement acquise pourrait s'éroder rapidement. Dans ce cas, la stratégie serait perçue comme insuffisante face à la brutalité du contexte. Ces scénarios ne sont pas exclusifs. Ils coexistent comme des lignes de force, activées par des choix et des événements souvent imprévisibles. La clé de lecture réside dans une condition simple. Si la cohésion tient, alors la sécurité a une chance de progresser. Si elle se brise, aucune solution purement militaire ne compensera durablement la perte. Plutôt que de parier sur un résultat unique, l'approche la plus lucide consiste à raisonner en termes de conditions. Si l'investissement humain se maintient, alors la trajectoire reste ouverte. Sinon, le risque de retour en arrière augmente. C'est dans cette incertitude maîtrisée que se joue l'horizon des prochains mois. Au-delà des institutions, cette trajectoire interpelle des groupes bien précis, chacun à sa manière. Pour les jeunes, d'abord, souvent pris entre absence de perspective et tentation de la violence, le message est implicite mais fort. Voir des anciens combattants, réintégrés, formés et reconnus montre qu'un retour est possible, que la guerre ne constitue pas une identité définitive. Cette projection réduit l'attrait des voix extrêmes et réintroduit l'idée d'un avenir construit. Pour les familles, ensuite, l'impact est émotionnel. La reconnaissance publique du sacrifice apaise un sentiment d'injustice longtemps accumulé. Savoir que la perte n'est ni ignorée ni minimisée transforme la relation à l'État. Le deuil reste, mais il n'est plus solitaire. Cette dimension compte dans une société où la solidarité familiale et communautaire structure la résilience quotidienne. Un troisième groupe se distingue, les citoyens éloignés du front, notamment dans les centres urbains. Longtemps spectateurs d'un conflit perçu comme lointain, ils sont progressivement réintégrés dans le récit national. Les initiatives de mémoire et de soutien créent un lien symbolique entre leur quotidien et celui des soldats. La guerre cesse d'être abstraite. Elle devient une responsabilité partagée, même indirecte. À l'échelle individuelle, ces dynamiques ouvrent de petits leviers d'action. Soutenir des initiatives locales, participer aux commémorations, reconnaître publiquement les anciens combattants dans la vie quotidienne. Ces gestes n'ont rien de spectaculaire, mais ils renforcent le tissu social. Ils transforment l'adhésion passive en engagement discret. Cette partie du récit ne cherche pas à mobiliser par l'émotion brute. Elle invite à comprendre comment des actions modestes, répétées, peuvent soutenir une stratégie plus large. Le changement ne dépend pas uniquement des décisions au sommet, il se diffuse à travers les comportements ordinaires, là où la cohésion prend forme. La poursuite de cette stratégie suppose une mise en œuvre lisible, structurée et mesurable. Sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré, la feuille de route s'articule autour de 5 étapes complémentaires, chacune associée à des acteurs précis et à des indicateurs clairs. La première étape consiste à consolider les dispositifs existants. L'État, via les ministères concernés et l'État-major, doit garantir la continuité du Fonds de défense nationale. Le calendrier est immédiat. Le critère de mesure repose sur la régularité des versements et la couverture effective des familles éligibles. Sans fiabilité administrative, la confiance s'érode rapidement. La deuxième étape vise à élargir la réinsertion économique. Les autorités locales, appuyées par des partenaires techniques, coordonnent les formations professionnelles et l'accès au microfinancement. L'horizon est de 6 à 9 mois. L'indicateur clé est le taux d'autonomie des anciens combattants, mesuré par la pérennité des activités créées.
La troisième étape cherche à renforcer l'accompagnement psychologique. Le commandement militaire intègre durablement des équipes spécialisées au sein des unités. Le déploiement est progressif. La mesure repose sur le suivi des consultations et l'évolution des indicateurs de stress post-traumatique afin d'ajuster les dispositifs. La quatrième étape permet d'institutionnaliser la rotation douce. L'état-major fixe des cycles clairs et vérifiables. Le critère d'évaluation combine la disponibilité opérationnelle et la réduction de l'épuisement des troupes, observée sur plusieurs rotations successives. La cinquième étape sert à ancrer la relation civilo-militaire. Les collectivités locales et les organisations communautaires organisent des actions de mémoire et de coopération. Le succès se mesure à la participation citoyenne et à la perception publique de l'armée. Cette feuille de route ne promet pas de résultats instantanés. Elle vise une progression cumulative où chaque étape renforce la suivante. La cohérence d'ensemble devient alors l'indicateur central. La poussière du Sahel revient comme une image persistante. Elle recouvre les bottes, les routes, les visages. C'est dans cette matière rugueuse que s'est dessiné un style de leadership inattendu, loin des salons fermés et des discours calibrés. Le motif initial, celui d'un président marchant parmi ses soldats, prend ici toute sa portée. Il ne s'agissait pas d'un geste isolé, mais d'un fil conducteur. Au fil des mois, cette présence répétée a redonné une visibilité à ceux qui étaient devenus invisibles. Les soldats ne sont plus seulement des silhouettes armées, mais des individus reconnus. Les familles endeuillées ne portent plus seules leur fardeau. Ce déplacement symbolique a lentement infusé dans la société, transformant la manière dont le pouvoir est perçu et vécu. Ibrahim Traoré incarne cette rupture discrète, non par des proclamations grandiloquentes, mais par une cohérence entre parole et action. Son image se confond avec celle du terrain, des tranchées et des cérémonies sobres. Ce lien, fragile mais réel, constitue le cœur de la transformation engagée. La phrase d'impact s'impose alors comme une synthèse: la dignité précède la victoire. Elle ne garantit pas le succès militaire, mais elle fonde la résistance collective. Dans un contexte où tout vacille, cette conviction devient un point d'ancrage. Le récit se referme sur cette idée simple mais exigeante: sans humanité partagée, aucune reconstruction durable n'est possible. Cette trajectoire ne se referme pas par une injonction, mais par une invitation. Elle rappelle que le leadership observé ici ne se limite pas à un contexte national précis. Il interroge une manière plus large de concevoir l'autorité, la responsabilité et le lien entre dirigeants et citoyens. Dans un monde souvent gouverné par la distance, la technicité et la communication stratégique, l'exemple burkinabé propose une autre lecture du pouvoir. Ce récit ne demande pas l'adhésion aveugle. Il suggère une réflexion. Qu'attend-on réellement d'un chef en période de crise? De l'efficacité immédiate ou une capacité à maintenir une société debout malgré l'épreuve? La réponse n'est ni simple ni universelle, mais elle mérite d'être discutée collectivement. Observer ce qui se joue autour d'Ibrahim Traoré, c'est aussi s'interroger sur ses propres repères. Dans les communautés, les organisations, les institutions, quelle place est accordée à la reconnaissance, à l'écoute, à la dignité? Ces questions dépassent les frontières et les conflits. Le dialogue reste ouvert. Il ne s'agit pas de conclure, mais de prolonger la réflexion ensemble à partir de ce que ce parcours révèle sur la nature du leadership contemporain.